Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 72 Sports pour cette émission largement consacrée donc à la 93e édition des 24 heures du Mans qui a lieu ce week-end avec la folle semaine évidemment des 24 heures du Mans, la folle semaine du Mans. Et pour en parler tout de suite, Bruno Palmé. Comment ça va Bruno? Ça va, merci, bonsoir Antoine, c'est une semaine énergisante. Ouais, évidemment, journaliste et présentateur pour LMTV Sarthe, Bruno Palmé, que vous retrouvez souvent sur les antennes d'LMTV Sarthe, grand spécialiste des 24 heures du Mans, du sport automobile. Combien d'éditions des 24 heures du Mans couvertes en tant que journaliste? Une quarantaine. Une quarantaine, Ouais. rien que ça. Cette année, ouais. Tu as vu l'évolution, j'imagine, de la course et aussi des voitures? Ouais, la course, les voitures, les pilotes, et puis tout ce qui se passe autour de la course, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'entre Le Mans, la Sarthe, et puis la course automobile, tout le monde fait cause commune, et ça, c'est une vraie bonne chose, parce que ça permet aussi à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une place au circuit, de découvrir les voitures et les pilotes à l'occasion du pesage ou de la parade qui aura lieu vendredi, comme le veut la tradition. On ne parlera pas que des 24 heures du Mans dans cette nouvelle émission 72 Sports. On parlera également du reste de l'actualité avec du foot, du basket également, de la course à pied. Il y avait la finale en termes de football, la finale de la Coupe de la Sarthe du côté du Villaret entre Coulennes et Beaumont. Petit résumé dans la deuxième partie de 72 Sports. Et dans la troisième partie, on fera une caméra embarquée sur le 9 km du trail des Forges du côté de la Bazoge, avec les interviews des différents vainqueurs. Mais d'abord, donc, on commence avec la première partie de 72 Sports et donc une page entièrement consacrée aux 24 heures du Mans. Ce dimanche avait lieu la fameuse et traditionnelle journée test. Bruno, en quoi ça consiste, la journée test? C'est une sorte de mise en contact, parce que la plupart des concurrents qui participent aux 24 heures du Mans ne sont pas venus depuis un an, puisque le circuit, comme chacun le sait, aux 2/3 composé de routes nationales départementales, est fermé tout au long de l'année. Donc c'est vrai que ça permet à tout à chacun, aux concurrents, de reprendre contact avec la piste, de tester, de valider, de découvrir aussi pour certains, comme Aston Martin qui fait son grand retour cette année aux 24 heures du Mans, et puis de se familiariser avec une piste qui a quelque peu changé, puisqu'elle a été resurfacée par endroits. Ça veut donc dire que ce qu'on appelle le grip, le niveau d'adhérence sur la piste n'est plus le même. Et c'est ce qu'il en ressort d'ailleurs quand on parle un petit peu avec les pilotes. Certains nous disent il y a des endroits où ça va plus vite, comme au niveau des virages Porsche notamment. Ça a été refait. Voilà, ça a été refait, les voitures vont plus vite, donc il y a un petit gain de temps. Et puis c'est une prise de contact, effectivement. Et puis ça permet de tester aussi les mécaniques, et puis régler les voitures, parce que le but final, c'est d'être prêt pour la grande épreuve des 24 heures du Mans, dont le départ aura lieu samedi à 16h. Et avec la meilleure voiture possible, donc il faut trouver ce qu'on appelle le bon setup, les bons réglages. Tu me parles du virage Porsche qui a été refait. C'était déjà, et c'est déjà l'une des portions du circuit les plus appréciées des pilotes, des spectateurs également. J'ai souvenir d'avoir discuté sur le vélo sur la Côte d'Azur avec Stéphane Ortelli, qui me disait que l'un de ses passages préférés du circuit, c'était le fameux virage Porsche, parce que il y a ces courbes, la vitesse. Et alors en plus, tu me dis que ça va encore plus vite. Ça doit être c'est ça. Stéphane Ortelli qui a gagné en 98 avec Porsche. Et c'est vrai que les virages Porsche, on va pas dire que c'est un peu en aveugle, mais c'est quand même un virage techniquement difficile, et que les meilleurs passent à vitesse grand V. Et c'est vrai que le fait de l'avoir resurfacé, il y a moins de bosses à cet endroit. Il y avait des fois un petit peu de boss. Là, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que c'est un tapis. Avec une nouvelle tribune également, je crois, de ce côté-là du circuit. Exactement, une tribune. Alors ça aussi, ça a été bien pensé. C'est une bonne idée parce que ça permet de désengorger le centre du circuit, ce qu'on appelle le village, etc. Ça permet d'emmener les gens à cet endroit, comme ça permet aussi de regagner du côté du Tertre Rouge aussi. Les gens peuvent aller se balader. Il y a des animations aussi par là-bas. Comme ça, les spectateurs, fort nombreux, parce qu'on sait que cette année, ça joue à guichet fermé, les gens peuvent circuler à l'intérieur du circuit, du grand circuit. Et de cette journée test, Bruno, quelle est l'information principale
s'il y en a une que tu retiens. Bah, que Toyota a repris du poil de la bête. Toyota qui était pas très à l'aise, on va dire, depuis le début du championnat, puisque 3 manches du championnat du monde se sont déroulées en ce début de saison, dominées toutes par Ferrari. Donc Ferrari battait à plat de couture Toyota. Et là, c'est vrai que Toyota a remis le nez à la fenêtre, et Toyota a confirmé en réalisant le meilleur temps de cette séance test. Un résultat qu'il faut prendre avec des pincettes, hein, parce que franchement, tout le monde ne s'est pas livré. Ouais, quand tu dis que tout le monde ne sait pas le livrer, c'est qu'on ne court pas cette journée test comme on court l'hyperpole, par exemple, jeudi soir. Exactement, exactement. Là, tout le monde a comme objectif premier, lors de la journée test, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, de reprendre contact avec la piste, de se familiariser. Les pilotes, il y en a certains, rarement, qui n'ont pas fait le Mans, donc qui découvrent le circuit, ce qui n'est pas le cas en hypercar. En général, tous les pilotes connaissent bien le circuit parce que ce sont des pros. Et le but, c'est vraiment de préparer la voiture et qu'elle soit la meilleure possible, la plus facile à conduire pour les 3 pilotes, puisque, on le sait, il y a 3 pilotes dans chaque voiture. Le classement, quand même, après cette journée test, donc ce dimanche sur le circuit des 24 heures du Mans, avec le meilleur temps par constructeur hypercar, c'est Toyota en 3:26.246 avec Brendan Hartley sur sa numéro 8, Ferrari AF Corse à la 2e place en 3:26.777. Alpine, 3e constructeur hypercar avec un temps de 3:27.313. Au volant, c'était Mick Schumacher sur la numéro 36. Porsche, 4e. BMW, 5e. Cadillac est 6e. Peugeot, 7e. Et Aston Martin, 8e. Bruno, 4 constructeurs différents aux 4 premières places sur les temps autour. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Déjà, le temps 3:26, le meilleur temps de 3:26.2, c'est mieux, mais on est encore loin, selon moi, des temps qui vont être réalisés jeudi prochain lors de l'hyperpole. 2 secondes au moins. Moi, je pense qu'on va on va flirter avec les 3:23. Au moins 3:24. Je pense qu'on va peut-être descendre juste en dessous. Toyota ou Ferrari, je mettrai une pièce sur l'un des deux, parce que voilà, les voitures ont une bonne balance, la balance de performance, on va dire entre guillemets, leur est agréable, on va dire, par rapport à d'autres marques qui sont un peu en retrait. Petit rappel, la balance des performances, si tu peux la définir pour nos téléspectateurs de façon, le plus vulgairement possible. Ouais, de façon assez simple. En fait, c'est de donner des chances à toutes les écuries. Donc, c'est vrai que techniquement, on équilibre la puissance des voitures en fonction des courses qu'elles viennent de disputer de manière, c'est une sorte d'harmonisation, c'est une balance, voilà, de performance pour que tout le monde soit a priori sur le même pied d'égalité. Bon, dans les faits, c'est pas toujours le cas, et je pense que la Toyota et Ferrari sont effectivement devant, derrière, comme le démontre le classement provisoire, même s'il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. On retrouve Porsche. Moi, je pense que Porsche aura vraiment l'outsider cette année. BMW et un petit peu plus loin Cadillac. Alpine, 3e temps. Est-ce qu'il faut en tirer des conclusions? C'est trop tôt avec cette journée test où tout le monde n'avait pas le pied à fond sur la pédale d'accélération. Est-ce qu'il faut se dire que c'est prometteur pour le constructeur français Alpine? Oui, je pense, parce que au-delà de ce résultat, cette 3e place, on va dire provisoire, ça démontre que la voiture est en bonne santé. On l'a vu la dernière course à Spa notamment, où elle fait aussi une très belle place. Alpine sera, à mon avis, dans le coup. Ils ont une revanche à prendre, puisque l'année dernière, les 2 Alpines avaient fini à la 6e heure de course. Elles étaient éliminées de cette course. Donc, Alpine a vraiment franchi un cap par rapport à l'année dernière. Et je pense que ce résultat va être confirmé. Mais à l'image de Peugeot, je pense que quand même, elles seront en retrait par rapport aux marques étrangères dont on a parlé tout à l'heure. Peugeot également, si on en croit le classement des meilleurs chronos par constructeur, donc hypercar, avant-dernière place, juste devant Aston Martin. Ça va être compliqué également pour les premières places pour la 2e écurie française sur ces 24 heures du Mans. Hélas, oui. Je pense que Peugeot va avoir du mal parce que la voiture manque de puissance, manque de performance. Là encore, voilà, c'est l'équilibre, on en a parlé tout à l'heure, de cette fameuse balance de performance qui fait que Peugeot risque de souffrir à ce niveau-là pendant la course. Mais Le Mans, c'est une course de 24 heures. Alors, au-delà de toutes ces considérations de balance de performance, d'équilibre des forces, etc.,
enfin, beaucoup de pilotes le savent, le disent, Le Mans choisit son vainqueur. Et c'est vrai que les circonstances de la course vont faire qu'on va encore avoir des surprises. J'entends par là, ça peut être la météo, hein, effectivement, qui peut troubler tout ça. Il peut y avoir l'entrée de safety car qui va ralentir la course et qui va relancer la course. Il se passe tellement de choses que bien malin, chaque année, peut prédire le vainqueur ou les gens qui seront à l'arrivée sur le podium. Qu'est-ce que tu retiens des premiers tours de piste attendus d'Aston Martin? Qui sont au niveau où on les attendait aussi, hein. Je crois que c'est 3,29 hein, dans ces eaux-là, au niveau du chrono. 3,29 418 pour voilà. Marco Sorensen. Exactement. Là aussi, l'objectif, c'était de prendre contact avec la piste et de travailler en vue de la course. L'exercice du chrono le sera forcément, mais c'est pas l'objectif numéro un. C'est vrai qu'une pole position à l'hyperpole, hein, justement, c'est toujours prestigieux d'être sur la plus haute marche. On parle de vous pendant 24 heures avant le départ de la course, mais le plus important, c'est de rallier l'arrivée, on va le dire, et puis si possible de la gagner, pardon. Mais c'est vrai que cette année, l'objectif pour Aston Martin, c'est pas de gagner les 24 heures, même s'ils rêvent bien évidemment. On le sait bien, c'est une année d'apprentissage, puis ils sont de retour à la compétition, donc il faut leur laisser le temps. Il y a le niveau de performance, mais il y a surtout la fiabilité. Et je crois que pour eux, c'est d'être fiable et c'est de pouvoir rallier l'arrivée dimanche à 16 h. Ton favori pour la course entre le jour où on vous parle, ce lundi, et le week-end des 24 heures du Mans, donc avec la course qui va débuter samedi jusqu'à dimanche après-midi, il y aura les qualifications mercredi et jeudi soir, donc avec l'hyperpole pour définir la grille de départ. En ne sachant pas qui sera en pole position, quel est pour toi le favori de ces 24 heures du Mans? Alors, il y a deux favoris, c'est Ferrari, le tenant du titre, je l'ai dit tout à l'heure, 2 victoires consécutives, face à Toyota, qui a remporté 5 fois les 24 heures du Mans. Et c'est vrai que Ferrari se prend de temps en temps les pieds dans le tapis, commet toujours des petites erreurs, etc. À l'inverse de Toyota, qui en termes de stratégie fait preuve ou fait montre toujours d'une une grande sagesse et d'une grande habileté. Moi, je mettrais une pièce sur Toyota, le renouveau de Toyota, aux grandes dames de Porsche, parce que ça pourrait être la 20e victoire de Porsche cette année, hein, avec 4 voitures, tout comme Cadillac, 4 voitures en termes de force de frappe. Ces deux constructeurs sont là. Mais bon, allez, Toyota, je dirais. Toyota, derrière Ferrari et 3e Porsche, non? Ah oui, Ferrari et puis Porsche, voilà. Et dans le, je vais dire, ventre mou de cette catégorie hypercar, tu vois Cadillac devant BMW. Cadillac, j'aimerais bien aussi parce que Sébastien Bourdet, hein, sur la numéro 38, notre Sartois national, Jota, il a fini 3e des 24 heures du Mans avec Peugeot. Hein, ça, c'est la petite parenthèse historique. Mériterait, bien évidemment. Cadillac va être dans le coup. Je pense que déjà l'année dernière, on a vu depuis le début de la saison, pareil, ils sont dans le coup. Il y a toujours des petites choses, etc. Mais je pense que Le Mans est une piste qui leur convient. Ce qu'on appelle, on a parlé tout à l'heure de la fameuse balance de performance. Est convenable pour eux, et ça pourrait être aussi, ils pourraient jouer les troubles faits. En LMP2, petit mot tout de même sur les autres catégories de ces 24 heures du Mans. L'écurie tenante du titre United Autosport a confirmé son statut de favorite ce dimanche. Ouais, c'est une équipe qui est rompue au joug de l'endurance, une équipe qu'on connaît bien, anglo-américaine, hein, United, mais c'est une catégorie où c'est vraiment la bouteille à l'encre. Franchement, le LMP2, oui. Il y a un championnat qui a débuté, hein, l'Européenne Le Mans Série. L'écurie française IDEC tire vraiment son épingle du jeu. Je pense qu'en termes d'écurie française, c'est peut-être celle qui est à même de remporter, la plus à même, on va dire, de remporter cette catégorie, eu égard justement aux résultats qu'elle a eu depuis le début de la saison. Mais après, franchement, même Inter-Europol hier, qui malheureusement, lors de la journée test, a eu un accident avec son pilote italien. Mais même eux, là aussi, par rapport à ce qu'ils ont déjà pu faire dans cette catégorie, peuvent prétendre à la victoire. Non, franchement, s'il y a bien une catégorie où là, on ne peut pas savoir, surtout que toutes ces catégories se sont renforcées aussi au niveau du pilotage. Il y a de très bons pilotes maintenant qui sont présents sur les voitures, même en LMP2, à l'image d'André Lotterer, qui court, c'est l'écurie IDEC qui gère ce dossier-là, mais on voit bien. Cocorico pour la LMGT 3 avec la première place suite à cette journée de test. Meilleur tour pour l'équipe française Acodis ASP Team sur la Lexus numéro 87.
avec un tour en 3 minutes et 55 secondes, 276 centièmes. Ouais, c'est une sorte de renaissance parce que l'écurie Acodis Lexus, dirigée par Jérôme Poliquin, était complètement en deçà l'année dernière, hein, aux 24 heures du Mans. On disait que la voiture était vieillissante, surannée. Or, voilà, les sudistes ont réussi à trouver des petites solutions durant l'hiver. Et depuis le début de la saison du championnat du monde WEC, l'équipe Acodis joue devant, domine les Ferrari, domine les Porsche, domine les Aston Martin. À Spa, ils étaient en première ligne, avec notamment le Sartois Arnold Robin. Ouais. Hein, il y en a 2 au départ, 2 voitures. Et là encore, ils ont confirmé qu'ils avaient bien retrouvé leur marque. Et c'est vrai qu'il faudra compter avec eux. Ils peuvent aller chercher le titre. Oui, ils peuvent aller chercher au moins le podium et voir la victoire dans la catégorie GT3, où là encore, il y a une belle bataille, avec aussi le retour ou l'arrivée de Mercedes, avec des voitures GT3 de couleur grise qui nous rappellent les groupes C des années 80-90. On verra ça, on suivra ça cette semaine et on débriefera ça dans le prochain 72 Sport, donc à la suite des 24 heures du Mans qui se tiennent. Donc ce week-end, l'un des plus grands événements de la planète se déroule dans notre ville, dans notre département toute la semaine. Je vous fais un petit peu le programme. Donc ce mardi, on aura la séance de dédicace des pilotes sur la voie des stands, ouverture du circuit au public. Le Pit Stops Challenge également à 15h avec ces mécaniciens qui vont s'affronter pour réaliser le ravitaillement le plus rapide par catégorie. D'autres événements autour du circuit également, les Runaudières à Ruaudin avec la 9e édition qui va célébrer Cadillac et Corvette. Ça sera de 16h à 23h donc ce mardi. Il y aura aussi une séance de dédicace de quelques pilotes en centre-ville sur la terrasse des Quinconces. Mercredi, les essais libres de 14h à 17h sur le circuit avec les essais qualificatifs également. Et puis l'hyperpole pour les hypercars de 19h30 à 20h. Et ensuite le concert d'Eddie De Pretto avec les sessions de nuit pour les essais libres. Jeudi, encore des séances d'hyperpole donc qui nous tiendront en haleine de 20h à 22h. Et puis vendredi, vous savez le programme évidemment avec le grand événement de la journée de vendredi, c'est la parade des pilotes qui sera à suivre sur les antennes d'LMTV Sarthe en direct de 16h à 19h avec Bruno Van Destik, le speaker officiel des 24 heures du Mans notamment. Il y aura également du côté de Saint-Saturnin le classique British Welcome. Et puis samedi donc le grand départ des 24 heures du Mans qui sera donné à 16h et qui se terminera donc le lendemain à 16h également pour ce double tour de l'horloge. Merci Bruno. Merci Antoine. On se retrouve dans la deuxième partie de 72 Sport. On fait le reste de l'actualité. À tout de suite.